Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, vraiment du très très énergétique, les noyaux actifs de galaxies. Bonjour, oui, et plus spécifiquement leur rayonnement aux très hautes énergies. Exactement. On va s'appuyer sur une thèse de doctorat de Jean-Philippe Lenain de 2009 qui utilise beaucoup les données d'un observatoire assez incroyable, HESS, en Namibie. Tout à fait. Une mine d'informations. Notre mission, si on l'accepte, extraire les pépites de cette recherche. Et le point de départ est presque un paradoxe. Comment on observe des rayons gamma si puissants que notre propre atmosphère les arrête net? Ah oui, là ça commence bien. C'est là que l'astuce intervient. Bon, avant d'y venir, posons les bases. Un noyau actif de galaxie, un NAG, qu'est-ce que c'est en gros? Alors c'est la région centrale de certaines galaxies, mais une région hyper lumineuse. Vraiment. Parfois plus brillante que toutes les étoiles de la galaxie réunies. Incroyable. Et au cœur de tout ça, on a un trou noir supermassif. On parle de millions, parfois milliards de fois la masse du Soleil. Et il ne fait pas que dormir, ce trou noir, j'imagine. Non, il est actif. Il mange la matière autour de lui via un disque d'accrétion, et ça chauffe, ça brille énormément. D'accord. Et souvent, il y a aussi ces fameux jets, non? Exactement. Une partie de l'énergie, au lieu d'être juste rayonnée, est canalisée en deux jets de particules opposées, ultra rapides, on dit relativistes. Qui peuvent s'étendre sur des distances folles, j'ai lu ça. Des centaines de milliers d'années-lumière parfois. C'est ça. Bien au-delà de la galaxie elle-même. Et il y a toute une ménagerie de NAG, quasars, blazars, radiogalaxies. Le bestiaire, comme on dit parfois. Voilà. Mais l'idée importante, c'est qu'une partie de cette diversité pourrait juste être une question d'angle de vue. Si on regarde pile dans l'axe d'un jet, On voit un blazar, c'est ça, hein? très brillant, très énergétique. Tout à fait. Et si on le voit de côté, ça ressemble plus à une radiogalaxie, par exemple. C'est l'idée de l'unification. Fascinant. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos rayons gamma de très haute énergie, les THE. Plus de 100 gigaélectronvolts. Si l'atmosphère les bloque, comment HESS et les autres font pour les voir? Alors voilà le truc. On ne les voit pas directement. Le photon gamma arrive, il tape dans les molécules de la haute atmosphère, et là, il crée une gerbe, une cascade de particules secondaires. Une sorte d'explosion de particules en descendant? C'est un peu l'idée, oui. Et cette gerbe descend vers le sol. Mais le rayon gamma initial, lui, n'arrive jamais en bas. D'accord, alors l'astuce. L'astuce, c'est l'effet Cherenkov. Certaines particules dans cette gerbe, si elles sont chargées électriquement, peuvent aller plus vite que la vitesse de la lumière dans l'air. Attendez, plus vite que la lumière? Je croyais que c'était impossible. Plus vite que la lumière dans le vide, oui, mais dans un milieu comme l'air, la lumière est ralentie. Donc une particule très énergétique peut la dépasser. Ah, d'accord, malin. Et quand ça arrive, hein? Quand elle dépasse cette vitesse limite dans l'air, la particule émet un très faible flash de lumière bleutée. Un cône de lumière, en fait. C'est ça l'émission Cherenkov. Le fameux bang supersonique lumineux dont on parle parfois. C'est une bonne analogie, oui. L'atmosphère devient un détecteur géant, un calorimètre. Et HESS, avec ses grands miroirs, il est là pour capter ces tout petits flashs bleus. Exactement. HESS, c'est High Energy Stereoscopic System. Plusieurs télescopes qui regardent la même portion de ciel. Quand un flash Cherenkov arrive, plusieurs télescopes le voient. En stéréo, d'où le nom. Voilà. Et en combinant les images, on peut reconstruire d'où venait le rayon gamma initial dans le ciel et même estimer son énergie. C'est une technique très puissante. Et donc sa thèse de 2009, elle exploite ces données HESS. Qu'est-ce qu'on a découvert sur les NAG grâce à ça? Des blazars, j'imagine, vu qu'ils nous visent. Oui, bien sûr. HESS a confirmé la détection de plusieurs blazars à ces énergies, comme PKS 2155-304. D'ailleurs, cet objet a eu des sursauts de luminosité absolument spectaculaires en 2006. Spectaculaire comment? La thèse en parle. Sa luminosité gamma a changé radicalement en quelques minutes. Incroyablement petite et active. Tout à fait. Ça pose d'énormes contraintes sur la taille de la zone d'émission et la physique en jeu. Mais le plus étonnant, peut-être, et la thèse insiste là-dessus, Oui. c'est la détection par HESS de rayons gamma THE venant de deux radiogalaxies très connues, M87 et Centauris A. M87 et Centauris A. Ah oui, mais attends, leurs jets, ils ne sont pas du tout alignés vers nous, ceux-là. On les voit plutôt de côté. Précisément. Et c'est là que ça a vraiment bousculé les idées reçues. Mais alors, comment c'est possible? Si le jet ne nous bombarde pas directement de photons énergétiques, d'où vient cette émission THE? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être pile dans l'axe? C'est exactement la question que ça soulève. Ça suggère que les modèles simples
où seule l'émission du jet pointée vers nous est visible à très haute énergie, sont, trop simples. Il faut chercher ailleurs dans le jet, ou un autre mécanisme. Voilà. La thèse explore des modèles plus complexes, dits multiblobs par exemple. L'idée, c'est que l'émission pourrait venir de zones spécifiques dans le jet, des zones de choc, des instabilités, même si le jet global n'est pas bien orienté. D'accord. Donc l'accélération de particules à ces énergies folles, ça pourrait se passer dans des endroits plus variés qu'on ne le pensait au sein de ces SNAG. C'est une implication majeure, oui. Ça voudrait dire que l'émission gamma-THE est peut-être plus fréquente ou vient de plus de types de géométrie qu'on l'imaginait. Et étudier le spectre de ces rayons gamma, leur répartition en énergie, ça nous dit quoi? Ça nous donne des indices cruciaux. Une fois qu'on a corrigé pour l'absorption par la lumière de fond extragalactique, une sorte de brouillard lumineux laissé par toutes les étoiles et galaxies depuis le Big Bang. Ah oui, il faut enlever cet effet de brouillard pour voir le spectre initial de la source. Exactement. Et ce spectre corrigé nous renseigne sur les mécanismes d'accélération des particules près du trou noir, sur le champ magnétique, la densité de photons, bref, sur la physique extrême qui règne là-bas. Bon, si on résume cette plongée, grâce à des techniques ingénieuses comme la détection Cherenkov, HESS a ouvert une fenêtre sur l'univers le plus énergétique. Et cette thèse montre qu'on y voit non seulement les suspects habituels, les blazars, Mais aussi des sources inattendues, comme M87 et Centaurissa, des radiogalaxies dont les gènes nous visent pas. qui changent pas mal la donne sur où et comment ces rayons gamma de très haute énergie sont produits. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, non? Si des objets comme M87 ou SEN-A, un peu mal orientés, sont capables de produire des gammas si énergétiques, Oui, comme CTA, qui sera encore plus sensible. Quels autres objets cosmiques, peut-être moins évidents aujourd'hui, vont se révéler être des accélérateurs de particules extrêmes? Ça interroge vraiment sur l'universalité de ces processus d'accélération dans l'univers. une question passionnante. La chasse aux sources cosmiques de haute énergie est décidément loin d'être terminée. Merci pour cette plongée. Merci à vous.